La passion selon Albert Algou. Et cette passion, elle a un nom. Tintin, je n'ai pas dit Saint Algou, hein, tout à fait. Et pas étonnant en tout cas de découvrir aujourd'hui ce dictionnaire amoureux du célèbre personnage d'Hergé, rédigé par vous, Albert Algou. Un ouvrage de près de 800 pages publié chez Plon au moment où se tient l'exposition Hergé au Grand Palais, très complet. Plein d'humour, avec des avis assez tranchés également, des théories étonnantes, hein, vous allez le voir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Oui, vous êtes humoriste. Albert Algou, vous êtes aussi un homme de télévision, de radio. Vous avez fait plein de métiers différents, professeur de français également. J'ai même travaillé ici. Et vous avez même travaillé ici également. Et vous êtes un tintinophile, donc, revendiqué. D'abord, moi j'ai envie de vous poser cette question, vous la posez sans doute des milliers de fois, mais d'où vient cette fascination pour Tintin ? Oh, cette fascination, tout simplement parce que c'est une œuvre tout à fait remarquable, comme j'ai de l'admiration pour d'autres œuvres, des peintres. Je peux admirer Picasso, je peux admirer Proust, Chateaubriand. Et il se fait qu'en bande dessinée, Hergé est un des grands auteurs de bande dessinée, disons un grand artiste d'art populaire du XXe siècle. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Je suis pas un fanatique, hein. Je suis pas un tintintégriste. Je suis un tintinophile, oui, comme beaucoup, quoi. Enfin, vous êtes quand même un tintinophile très... Enfin, vous aimez Tintin sans doute plus que d'autres. Vous avez écrit, je crois, c'est le 8e livre hein, sur Tintin aujourd'hui. C'est un puissant faux quand même pour vous, Tintin. Non, Tintin, c'est une œuvre, je pense, Michel Serres disait, c'est une œuvre inusable. Moi, je pense que c'est une œuvre inépuisable. C'est-à-dire qu'en me mettant à écrire ce dictionnaire, qui était une commande au départ, qui coïncidait pas du tout d'ailleurs avec l'ouverture de l'expo, parce qu'on l'a appris en cours de route. Donc, on m'a dit, là, accélère. En revanche, j'ai dû terminer le bouquin plus vite. Mais ça a été une jubilation constante. Au départ, je me suis dit, je vais me répéter, où il y a au moins 400 ouvrages écrits sur... c'est la rançon du succès. Donc, je vais dit, je vais marcher sur les brisées d'autres gens. Et puis, non, j'ai découvert des nouveaux trucs, je me suis amusé et j'ai eu un grand plaisir à me replonger, soit dans une case, soit dans une page, soit dans un album. On le sent, hein, le plaisir tout au long de votre dictionnaire. Et puis, il y a un éclectisme, hein, c'est le propre d'un dictionnaire, mais qui est assez sidérant dans les thèmes. Vous y parlez de Tintin qui échappe au botulisme, en passant par les jurons du capitaine Haddock pour arriver également à la question du sexe de Milou. Cet éclectisme, est-ce que c'était voulu, évidemment? Oui, c'est voulu, bien sûr, parce que c'est une œuvre complexe, donc à œuvre complexe, centre d'intérêt divers et variés. Le sexe de Milou, ce qu'il faut savoir, c'est que Milou, il porte le nom de la première fiancée d'Hergé, la petite copine. Elle s'appelait Milou, et ses parents avaient rompu cette relation parce qu'ils estimaient que Hergé, à l'époque, il n'était pas dessinateur, il était un bon à rien, qu'il n'avait aucun avenir. Pour se venger, il a appelé Milou. Donc j'en déduis que Milou est une chienne, de même que le Castafiore est le dernier castrat de l'histoire de la musique. Justement, j'allais y venir, ça fait partie des théories surprenantes de ce dictionnaire. Selon vous, la Castafiore est un castrat. Une des rares femmes des aventures de Tintin, Dieu sait si on lui a fait ce reproche, eh bien, c'en est pas une. Ouais. La diva était un divo. Alors, ces hypothèses, hein, comme sur la Castafiore, sur les personnages, c'est ce qui fait le sel de votre dictionnaire. Ainsi, quand vous parlez de la superfécondation concernant Dupont et Dupont, Hergé n'a jamais, en fait, expliqué s'il y avait ou pas un lien de parenté entre les deux policiers. Est-ce que c'était voulu de sa part de ne pas expliquer? Dupontet, oui, je pense que c'était une part de mystère, de nonsense. Hein. L'humour belge, c'est l'humour flamand. On est proche de l'humour britannique. C'est un truc qui échappe un peu aux Français. Donc, il y a des interrogations comme ça qui sont très marrantes. Pourquoi Dupontet, alors qu'ils sont semblables à la pointe des moustaches près? Moi, j'en déduis qu'ils sont le fruit d'amour, ce qu'on appelle la surfécondation. Une femme peut avoir des relations sexuelles avec deux hommes dans un temps bref, ça va de la minute à l'heure ou à la semaine, et le fruit de ces amours, ça peut être des jumeaux, mais qui ne sont pas du même père. Réellement, hein, biologiquement, la chose existe. Alors ce nonsense, cette absence d'explication sur les personnages, c'est aussi la source de beaucoup de fantasmes hein, pour les amateurs de Tintin, et sur qui aussi était Hergé. D'ailleurs, c'est quelque chose qui vous agace, hein, vous le dites dans votre dictionnaire, toutes ces interprétations psychanalytiques sur Tintin et sur Hergé. Parce que plaquer une théorie sur une œuvre ou la biographie d'un auteur sur son œuvre, ça la restreint, ça l'appauvrit. Et la psychanalyse a fait rentrer de force, là on n'aura pas le temps de l'expliquer, mais ces théories dans une œuvre. Par exemple, les origines aristocratiques de Hergé, ça a été démontré, c'est totalement faux, mais récemment des psychanalystes de renom s'acharnent, dans le cadre de l'expo, à démontrer qu'ils avaient raison. Et ça appauvrit l'œuvre. L'œuvre est beaucoup plus polysémique, elle est beaucoup plus diverse, il y a des interprétations multiples, et tant mieux. Mais réduire une œuvre à une seule explication, je trouve ça abusif.
Alors, vous revenez aussi sur plusieurs polémiques, hein, évidemment, à propos de Tintin, et vous semblez vouloir y couper court, hein, pour certaines, notamment sur la sexualité du personnage. Mais ouais, c'est la rançon du succès. On a reproché à Tintin, est-ce qu'il n'y ait pas de fille, et puis Tintin, est-il homosexuel, est-il fille, garçon? Non, Tintin, il y a une raison qui explique son succès aussi auprès des petites filles pendant très longtemps, c'est qu'il est indéterminé sexuellement. Il est à la fois fille et garçon. Et ça, c'est très fort dans la BD. C'est un des rares à avoir réussi ce truc-là. Moi, quand j'étais prof, mes élèves filles, mais vraiment, lisaient Tintin sans appréhension. Elles pouvaient se projeter dans ses aventures. Il est indéterminé. Il est à la fois adulte, il est à la fois raisonnable et complètement cinglé. C'est pas un beau scout niais, Tintin. Il est terrorisé par la folie. Il a toujours peur de devenir fou. Et autour de lui, il y a que des dingues. Les bons, les méchants, ils sont tous frappés, ils sont tous agités. Et peut-être un début d'amoureuse, hein, quand même. Hein, dans Tintin et l'Alpharte, à la fin, Tintin et Hergé, hélas, va quitter ce monde. Il se sait très malade. Et alors, il y a un truc très étrange. On a l'impression qu'il dit à Tintin, allez vite à vie maintenant. Et place aux gonzesses. Et il y a une histoire d'amour qui s'ébauche, ou une amourette, ou une liaison, entre une hôtesse non pas d'un bar louche, mais d'une galerie de peinture. Hergé les fréquentait à la fin de sa vie. Et Tintin, et les deux en pincent l'un pour l'autre. Et je trouve ça assez touchant, assez rigolo. Puis ça va à l'encontre des critiques qui sont faites à Hergé, qui n'avait pas de fille, etc. Martine Van de Zande, hein, que vous rencontrez dans le Thalys. Hein, que j'ai rencontré, effectivement, et dont j'ai toujours la paire de lunettes avec moi. Voilà, vous l'expliquez au début de votre dictionnaire. Alors, autre polémique, bien sûr, c'est Tintin et le racisme. Hein. Bien sûr. On a beaucoup parlé de Tintin au Congo. Vous dites que Tintin n'était pas raciste, moi en tout cas, que d'autres BD contemporaines. Évidemment, Tintin au Congo, il a 22 ans, il est sous la coupe d'un curton de choc, c'est un milieu d'extrême droite, fascisant, etc., etc. Il a 22 ans, c'est une commande que le curé lui impose. Mais après, dans toute son œuvre et dans toute sa vie, Hergé va ne cesser de se déprendre de ses idées. Tintin en Amérique, il y a une page sur la spoliation des Indiens. Les Incas, dans les 7 boules de cristal, il prend la défense des Incas de la culture. Le Lotus bleu, il prend la défense des Chinois contre l'impérialisme japonais. Le méchant, dans le sceptre d'Ottokar, il s'appelle Musler, Mussolini, Hitler, etc., etc. Et la défense des Tziganes dans les bijoux de la Castafiore, en 59, pour moi, c'est comme une métaphore des regrets, des idées pourries qu'Hergé avait partagées pendant la guerre, son antisémitisme indéniable, et ce milieu, bien sûr, je ne le nie pas. Ça, vous le dites, hein, vous dites que d'ailleurs, tous ceux qui disent le contraire, c'est pas possible de le réfuter, bien hein, sûr, notamment les dans défenseurs l'Étoile d'Hergé, ils mystérieuse. sont là à dire, mais non, il n'était pas... Si, il a baigné dans ce milieu, il a eu ses idées infâmes, mais il s'en est dépris, je le sais par des amis proches, Pierre Sterckx, je parle aussi d'un documentariste, Henri Rohan Rosenblatt, qui était petit enfant caché juif pendant la guerre, qui a été amené à faire le premier documentaire sur Hergé. Il en a parlé avec Hergé, et Hergé disait ses regrets. Pierre Sterckx l'a vu pleurer en regardant un documentaire sur la Shoah. Ça ne trompe pas. C'était peut-être des larmes de honte, c'était peut-être des larmes de regret, mais on ne peut pas accrocher indéfiniment une casserole du racisme et de l'antisémitisme à quelqu'un qui s'en est débarrassé. Je connais bien ça, moi j'en viens, donc je peux en parler. Ça m'exaspère de voir qu'on condamne un mec pour toute sa vie parce qu'il a eu des idées dans sa jeunesse. C'est infâme, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, des personnages célèbres de BD comme Astérix, Spirou et Fantasio, encore du côté des comics américains, eh bien, ils ont tous survécu à leurs créateurs. Hein. Il y a eu de nouveaux albums avec de nouveaux auteurs. Alors, pourquoi pas pour Tintin? Albert Algou, je vous propose d'écouter Benoît Peters, que vous connaissez bien. C'est un des spécialistes de Tintin qui répondait à Patrick Simonin sur ce plateau. On l'écoute. C'est une situation tout à fait particulière dans le monde de la bande dessinée. Tous les super-héros américains ont connu plusieurs vies. Même en Europe, on voit Spirou, Black et Mortimer, Lucky Luke et bien d'autres continuer à vivre après le départ de leur créateur. Or, Hergé avait le sentiment que ça aurait été le trahir, que cette œuvre était complètement personnelle. Il disait joliment « Tintin, c'est moi, mais... Haddock, c'est moi aussi, à d'autres moments, et Tournesol, et la Castafiore, et même les Dupont quand je suis stupide. » Et donc, il y a une manière chez lui de s'investir. Dans la dernière interview que j'ai faite de lui, quelques semaines avant sa mort, il me disait cette phrase que j'ai mis longtemps à comprendre dans toute sa profondeur. Il me disait « Si je vous disais que dans Tintin, j'ai mis toute ma vie ». Alors Albert Algou, est-ce qu'une suite à Tintin, vous en auriez envie, vous? Non, c'est mon opinion et je la partage, ce que vient de dire Benoît Peters. En fait, Tintin, il a des prolongations dans l'imaginaire de son public. C'est ce que j'ai fait
c'est immodeste de le dire, mais dans mes bouquins, dans la biographie non autorisée de la Castafiore, j'ai imaginé la vie de la Castafiore en dehors des albums, que c'était le dernier castral de l'histoire de la musique. J'ai imaginé... C'est un peu des fanfictions, hein. Oui. Par exemple, la vie de Milou quand il est en Russie. Il croise le grand écrivain Bulgakov, Le Maître et Marguerite, Cœur de chien, etc., etc. Donc c'est une œuvre suffisamment riche. Et Hergé, d'ailleurs, s'amusait. Lui-même, il disait « Ah, tiens, le général Alcazar, qu'est-ce qu'il devient quand il n'est pas dictateur ?» etc. Et puis, je trouve assez émouvant de laisser Tintin dans l'Alphard qui marche vers la mort et qui va être peut-être césarisé, mais un faux César. C'est-à-dire c'est une réflexion, l'ultime réflexion d'Hergé, et c'est pour ça qu'il y a l'expo où il s'est essayé à la peinture, où il y a Hergé collectionneur. Il fait un album qui est une réflexion sur l'art, sur le faux, sur le double, sur le simulacre, et ça c'est assez balèze. Alors, Tintin a toutes les sauces, justement, aujourd'hui. On a vu les images tout à l'heure. Ça peut agacer. Hein. Oui, une adaptation des bijoux de la Castafiore à l'opéra. Est-ce que ça vous va ou est-ce que ça vous agace, justement? Non, ça ne m'agace pas. Là encore, c'est la rançon du succès. Hein. C'est là, de même qu'il y aura des mugs et des cravates, il y a des produits dérivés pour plein de super-héros. Bien, c'est la rançon du succès, mais moi, je me reporte, non pas par conservatisme, mais par enchantement, disons, aux albums qu'on trouve dans le commerce les plus courants. Je ne suis pas collectionneur, je ne spécule pas, c'est une œuvre sur laquelle on spécule beaucoup, mais là aussi, c'est la rançon du succès. Oui, il y a quand même un vrai business Tintin, mais regardez, notamment aussi sur toute les la BD aujourd'hui, regardez Bilal, les dessins valent très cher, même des dessinateurs de moindre talent. Hergé est un des plus chers aujourd'hui. Hergé est un des plus chers, oui, bien sûr. Mais là encore, rançon du succès, la spéculation qui se greffe dessus. Il y a des peintres ou des dessinateurs de moindre talent qui valent peut-être encore plus cher que lui. Merci Albert Algou d'avoir été Merci avec nous. Je rappelle donc que votre dictionnaire amoureux de Tintin est publié aux éditions Plomb. Merci d'avoir été avec nous. Merci.